Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours de Common Law. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la multiplication des sources de droit en Common Law. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons la place du droit écrit en Common Law, puis l'interprétation du droit écrit. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, regardons ensemble la place du droit écrit en Common Law. Pour rappel, le système juridique de Common Law se détache bien du système civiliste par le fait que le système de Common Law n'a pas de droit écrit, à proprement parler. En effet, les juges ne se fixent pas sur un code civil comme nous pouvons l'avoir en France. Non, en Common Law, c'est bien le juge qui fait la loi. Toutefois, il y a certaines normes qui sont bien écrites. Tout d'abord, regardons les textes constitutionnels. Il faut que tu saches que en Angleterre ou dans les systèmes de Common Law de manière générale, il n'y a pas vraiment de constitution semblable à la France. Toutefois, il y a certains textes qui prennent le rôle d'une constitution. En Common Law, on peut noter la souveraineté du Parlement qui est bien un principe constitutionnel. En effet, le Parlement est vraiment la source textuelle du droit anglais notamment. Il n'est pas tenu à la règle du précédent. Le Parlement est vraiment souverain. D'autre part, les juges sont bien obligés d'appliquer les Acts of Parliament. C'est bien les textes de loi rédigés par le Parlement qui sont contraignants pour les juges. Dans un système de Common Law, il n'y a aucune hiérarchie des normes en tant que telle. Tu peux noter toutefois que dans le système de Common Law américain, il y a bien une constitution écrite, c'est le Bill of Rights. En effet, celle-ci va venir poser une sorte de hiérarchisation des normes. Regardons ensuite les textes législatifs dans les pays de Common Law. Ils sont très peu nombreux, mais ont une place dans ce système juridique. Il y a eu un essor des textes en Common Law que tu peux noter, qui vient de la révolution industrielle, où on avait besoin de pallier à certaines injustices. Cet essor vient également de la matière de procédure civile. Tu peux noter que le droit pénal a également été édicté dans la plupart des pays de Common Law. En ce qui concerne les législateurs en Common Law, ils ne cherchent pas à édicter des principes généraux comme nous on peut en avoir en France. En effet, le juge, lui, va venir créer la source de droit. Il est une source de droit à part entière et non pas seulement la bouche de la loi comme nous en France. Enfin, tu peux noter que la source écrite législative en Common Law permet de combler les vides juridiques et ainsi va venir aider le juge à trancher le litige. Donc, la place du droit écrit en Common Law est très relative. On ne peut pas la comparer à la source de droit en France. Toutefois, les systèmes juridiques de Common Law ont quand même eu un essor des textes législatifs qui sont un appui, un soutien pour le juge. L'interprétation du droit écrit à présent. Les méthodes textualistes. Alors, la méthode textualiste, c'est une méthode d'interprétation que le juge se doit d'utiliser pour trancher un litige. Elle consiste donc à faire une lecture littérale des textes en question en s'attachant au sens commun des mots. Cela s'appelle le plain meaning. D'autre part, le juge se devra donc d'appliquer le texte et ce, même si la solution semble injuste. Cette méthode a donc été relativement contestée et a laissé place à des courants de pensée différents. Nous avons les originalismes. Ceux-ci refusent l'interprétation des textes, et ce, même si le sens a évolué. Donc, c'est un raisonnement très conservateur. Ils prennent le texte et l'appliquent à 100% au cas. Il n'y a pas d'interprétation ni d'évolution du courant de pensée. Donc, c'est très conservateur, mais cela est risqué, car les textes, normalement, se doivent d'évoluer avec les mœurs. D'autre part, nous avons les Living Constitution. Ceux-ci pensent que la Constitution est donc vivante et se doit d'évoluer avec les mœurs et les époques. Donc c'est vraiment le courant de pensée qui va venir s'opposer aux conservateurs. Les Living Constitution vont donc vraiment interpréter les textes. D'autre part, il y a une règle d'or.
La règle d'or, c'est l'idée selon laquelle le législateur n'a pas pu vouloir un texte absurde. Donc, s'il y a une contradiction, il y a deux solutions possibles pour le juge. Tout d'abord, si le texte de loi peut être interprété d'une certaine manière, qui permettrait donc de lever l'incohérence grammaticale, cette lecture devra être privilégiée et choisie par le juge pour faire produire ses effets. Enfin, dans le cas contraire, si aucune interprétation juridique ne peut être acceptée pour trancher le litige, alors le juge peut s'autoriser à modifier le texte de loi pour corriger cette incohérence. Donc voilà, le juge a deux choix. Soit il considère qu'il y a donc une erreur grammaticale et donc fait évoluer le texte pour faire produire des effets qui soient moins injustes, soit il préfère modifier le texte pour permettre une issue plus acceptable juridiquement. C'est donc la règle d'or. Il y a une autre interprétation qui est proposée par la doctrine. C'est la méthode constructive. C'est bien lorsque le juge va venir se détacher du texte lorsque celui-ci est trop obscur. Tu peux noter que le texte sera donc reconstruit à partir d'éléments qui lui sont étrangers. Ainsi, on va permettre de régler l'interprétation par le méchef. Le méchef possède plusieurs étapes. C'est vraiment la méthodologie que le juge se doit d'appliquer. Il y a donc 4 étapes. La première, c'est de vérifier l'état du common law, avant la loi. Ensuite, il faut identifier le problème. Quelle est l'obscurité, quelle est l'incohérence? La troisième étape est d'identifier la solution proposée par le législateur, c'est-à-dire le texte de loi. Et enfin, le juge se doit d'interpréter la loi à la lumière du common law. Il existe encore d'autres méthodes, bien sûr, d'interprétation constructive, qui ont donc évolué. On en compte 3. Il y a la purposive approach. Celle-ci repose donc sur la recherche des buts poursuivis par le législateur. C'est vraiment rentrer dans la philosophie du législateur au moment où il a rédigé ce texte. Ensuite, il y a le consequential analysis. Ici, le juge va s'intéresser aux résultats de l'application de la loi, qui ne doit pas être interprétée de manière à créer une situation absurde, évidemment. Et enfin, il y a le policy analysis, où le juge va venir créer une étude de l'opportunité de la loi au regard de la politique poursuivie. Donc cette analyse peut être assez contestée, puisqu'on va venir mélanger le pouvoir législatif avec le pouvoir politique, ce qui peut entraîner des incohérences et entraîner des juges à appliquer leur courant de pensée pour trancher un litige, ce qui peut paraître totalement saugrenu au regard de nous, Français. Voilà, j'espère que ce cours en Common Law a bien su t'aider. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos. À bientôt!